Reprenons. Donc, rapport du GIEC, nécessité de réduire très fortement nos émissions de gaz à effet de serre. Si on prend en France ce que la planète peut admettre comme gaz à effet de serre divisé par le nombre de voisins, on est à 1,6 tonne. Si on rapporte ça aux émissions à peu près moyennes d'un Français, environ 10 tonnes, ce serait un facteur 6. Mais si on prend en compte l'augmentation à venir de la population, c'est pratiquement un facteur 8 par lequel il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Voilà un peu le contexte dans lequel on a créé l'association Virage Énergie Climat. Notre démarche était, il y a une dizaine d'années, de publier un scénario en se disant, voilà les grandes actions à mettre en place au niveau de la région des Pays de la Loire, de manière à montrer que le changement est possible. C'est ce qu'on a appelé une culture énergie-climat pour présenter un peu les principaux chiffres d'économie d'énergie et les actions à mettre en place pour le climat. On a fait une deuxième version du scénario il y a un an et actuellement, effectivement, ce sont des soirées comme ce soir pour faire connaître nos propositions. Dans cette démarche, on s'appuie sur le scénario négawatt, néga au sens privatif, les économies d'énergie que nous pouvons mettre en place. Premier niveau d'économie, c'est la sobriété. On en parle depuis 1 ou 2 mois. Merci Poutine, malheureusement, parce que Poutine, en fermant les robinets du gaz et du pétrole, nous rappelle que nous sommes addicts aux énergies fossiles. Sobriété, c'est aussi l'efficacité de nos équipements. Est-ce qu'on a le bon moyen de transport pour se déplacer ou est-ce qu'on a des choses qui sont surdimensionnées? Donc ça, effectivement, on en reparlera aussi directement au niveau des transports. Et puis, la troisième démarche de Négawatt, c'est de se dire, on a réduit complètement les énergies fossiles et on s'appuie sur les énergies renouvelables qui sont pour nous beaucoup plus intéressantes et en même temps mieux réparties dans les régions et dans les différents pays. Donc, c'est la démarche Négawatt qui va être un peu notre boussole dans les différents chapitres de notre scénario et on verra comment adapter cette démarche à l'analyse que l'on fait sur les transports. Dans la région, les énergies et gaz à effet de serre dans notre région, le transport routier, c'est 1/3 des consommations d'énergie, transport routier, déplacement des personnes, marchandises et tout le reste, 1/3 en énergie. Si on raisonne en gaz à effet de serre, on est encore sur 1/4 de la totalité des émissions. Donc, sur les deux facteurs, énergie et ou gaz à effet de serre, le transport est un élément très important, bien sûr, qui a été pris en compte dans notre scénario. Alors, je ne vais pas présenter tous les chapitres du scénario, mais la démarche qu'on a eue, ça a été en bleu, on voit la courbe des gaz à effet de serre liés à l'énergie qui part d'environ 15 en 1990, qui arrive environ à 20 en 2020 et qui tend vers zéro en 2050. On a en rouge les gaz à effet de serre d'origine agricole qui diminuent aussi, en jaune les autres gaz à effet de serre, notamment industrie, et en marron le total de ces émissions de gaz à effet de serre qui diminue très fortement entre 2020 et 2030. On est proche de notre objectif de réduction de 60% en 2030 et on est proche de la neutralité carbone en 2050. Donc ça, c'est le résumé de notre scénario sur lequel on a étudié les logements, le transport, l'industrie, le tertiaire et l'agriculture. Donc voilà simplement la synthèse finale de notre scénario. On va maintenant passer au transport, au chapitre transport et déplacement, puisque c'est celui de notre thème principal ce soir. On rappelle 1/3 des consommations d'énergie, 1/4 des gaz à effet de serre, une dépendance au pétrole qui est très très forte, puisque que ce soit le fioul, le gasoil ou autre chose, nos voitures, nos camions, c'est pratiquement avec ça qu'on roule et qu'on se déplace. Et un petit 2/3, ce sont nos voitures individuelles et les marchandises et utilitaires, c'est le reste, environ 40%. Ce qu'il faut savoir au niveau ordre de grandeur, c'est que l'usage d'une voiture en moyenne par an, c'est l'équivalent du quota d'1,6 tonne que l'on avait vu comme étant le quota annuel que l'on ne devrait pas dépasser pour prendre en compte les recommandations du GIEC. Donc une voiture, un an, c'est déjà notre quota qui est consommé, si on peut dire.
Alors, on a parlé effectivement de l'énergie, on va parler de l'énergie dans les transports, un ordre de grandeur. Un cycliste moyen développe une certaine puissance, 120 watts. On peut dire que sur une heure, le cycliste aura produit environ 120 Wh. Voilà ce que fait un cycliste au quotidien pendant environ une heure. On retient cet ordre de grandeur. Maintenant, on prend un litre de pétrole, petite bouteille noire avec un liquide qui sent pas bon, qui coûte environ 1,50 franc. Un litre de pétrole, c'est 12 000 Wh. Donc, si on compare notre litre de pétrole au cycliste, on a un rapport de 100. C'est-à-dire que, en termes d'énergie, un litre de pétrole, c'est un cycliste qui pédale pendant 100 heures. Si on fait une semaine de 35 heures, ça fait 7 heures de vélo pendant 3 semaines. Un cycliste pédale pendant 3 semaines, en termes d'énergie, c'est équivalent à 1 litre de pétrole. Donc voilà bien, en résumé, un ordre de grandeur sur la transition énergétique. Alors on ne va pas remplacer le pétrole par des cyclistes, mais ça montre un peu la dépendance que l'on a, notamment dans nos moyens de transport. Là, on était à vélo. Mais si maintenant je prends un réservoir de voiture de 50 litres, 50 fois mon litre de pétrole, mon cycliste pédale pendant 2 ans. Je n'ai pas inclus les jours de congé dans mon petit calcul. C'est simplement pour illustrer le fait qu'on utilise du pétrole, qui est une énergie extrêmement concentrée, très agréable pour nous. Mais si on revient à la notion d'esclave énergétique, effectivement, on a 200, 300 personnes qui pédalent tous les jours pour nous. Premier ordre de grandeur. Deuxième ordre de grandeur sur une voiture. On a dit combien pèse une voiture en CO2. Ma voiture moyenne, usage 2,3 tonnes, fabrication. Au total, on va sur un an, là j'ai inclus effectivement un usage un peu plus important et la fabrication. Sur ce calcul qui est plus précis, plus de 3 tonnes pour une voiture moyenne, c'est 2 fois notre quota annuel. L'usage de notre voiture sur un an, c'est 2 fois. Donc on peut rouler en voiture, mais après, il n'y a plus rien pour se loger, pour se nourrir, un truc comme ça. Voilà encore une limite sur laquelle il va falloir raisonner au niveau de nos usages. Pour un camping-car qui consomme plus et qui roule plus, là, on dépasse allègrement notre quota. Là, on était sur le vélo, on était sur la voiture, et on va se poser la question, est-ce qu'il faut acheter du local ou des choses qui viennent de loin? Alors effectivement, on peut raisonner sur un conteneur, on va sur la base ADEME au niveau bilan gaz à effet de serre, je prends un porte-conteneur qui peut transporter des fruits d'Amérique du Sud jusqu'en Europe, je suis avec des chiffres d'environ, j'arrondis, à 0,01 kg de CO2 par tonne par kilomètre transporté. 0,01 kg de CO2 par tonne transportée. Soit, si je prends maintenant, je veux déplacer 1 kg sur 10 000, je veux déplacer 1000 kg, non, je veux déplacer, non, pardon, mon 0,01 c'était des tonnes. Je veux maintenant raisonner sur 1 kg transporté sur 10 000 km. Je m'excuse avec les unités. Je suis à 0,1 kg de CO2 pour 1 kg de fruits transportés d'Amérique latine, en généralisant un petit peu l'ordre de grandeur à partir des chiffres. Voilà ce que coûterait le transport en bateau. Maintenant, je vais en voiture acheter 10 kg de légumes chez un maraîcher qui n'est pas très loin de chez moi. Donc effectivement, je prends ma voiture et je rapporte ces kilos de CO2 au panier de légumes que j'ai transporté. Mes 10 kilos de légumes me pèsent plus de 5 kilos de CO2. Si je reviens maintenant à mon maritime et que je déplace 10 kilos, mon maritime, pour 10 kilos, c'est 1 kilo de CO2. Donc ma voiture proche, chez un copain paysan sympa et bio, ma voiture va consommer, enfin, mon déplacement de mes 10 kilos de légumes, c'est environ 5 fois plus que tout le temps qu'ont mis mes cargaisons pour venir d'Amérique latine. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller en Amérique latine, qu'il faut oublier la production locale et tout, mais c'est simplement pour situer encore une fois que quand on dit le local, oui, mais il ne faut pas que l'usage de notre voiture vienne perdre le côté véritablement local. Alors, des ordres de grandeur, on pourra en trouver à foison, c'est simplement pour illustrer le fait que ce qui vient de loin,
Mais avec un conteneur chargé à la gueule et qui a sa vitesse machin, c'est pas ce qui pèse le plus dans nos achats. Bref, c'était simplement pour situer l'ordre de grandeur de l'importance de réfléchir sur l'énergie dans nos transports et déplacements. Alors, on va maintenant revenir sur la région des Pays de la Loire. Une étude de l'INSEE d'il y a quelque temps va nous permettre de raisonner sur qu'est-ce que c'est qu'un déplacement. Il y a d'abord les pourquoi je me déplace. On se rend compte que les déplacements liés au travail, c'est moins de un tiers de la totalité de nos déplacements. Et souvent, on se dit, bah oui, mais les gens qui se déplacent, la voiture et tout. C'est vrai, mais c'est moins de un tiers. Le reste, c'est aller faire les courses, faire des week-ends, rendre visite, faire des démarches. Donc, effectivement, le déplacement travail, c'est un tiers. On a effectivement dans la région des villes importantes, des villes moyennes, les banlieues, le territoire rural. Donc, les trajets sont extrêmement différents selon l'endroit d'où on part et l'endroit où on va arriver. Les déplacements et les distances sont importantes autour des grandes villes, notamment si on prend Saint-Nazaire, Nantes, Angers et Le Mans. Là, on a une grande quantité de déplacements et de distances. Par contre, ce qui est interne en milieu rural est un peu plus faible. Mais il faudra bien prendre en compte tous ces types de déplacements dans nos propositions. Ce dont on se rend compte aussi plus récemment, c'est qu'effectivement, autour des grandes villes, les gens vont aller habiter non plus sur la première couronne, mais ce qu'on appelle la deuxième couronne, là où le prix des terrains diminue un petit peu, et les gens se disent, plutôt que d'avoir un loyer trop cher ou un remboursement d'emprunt trop cher, on va aller à la campagne. Mais à ce moment-là, on devient dépendant de la voiture et de nos consommations d'énergie. Donc la difficulté pour les transports, c'est de se dire, comment est-ce qu'on va analyser ces transports pour essayer d'avoir des propositions qui prennent en compte un petit peu toutes ces caractéristiques. La question, effectivement, c'est qui se déplace, sur quel motif on se déplace. On a évoqué le transport pour les motifs professionnels, les trajets, de quel type de bassin d'emploi ou de bassin de vie on est pour aller en ville ou à son boulot, et effectivement le mode de déplacement actuel. Beaucoup la voiture, il y a quand même un petit peu de train et de vélo. La question, c'est effectivement, les contraintes ne sont pas les mêmes si je vais à une activité ou si je vais à mon boulot tous les lundis matins à 8 heures. Donc voilà toutes ces difficultés pour essayer de tirer quelques fils d'analyse au niveau des transports. Pas de solution simple et passe-partout. Par opposition, si on raisonne sur les énergies dans l'habitat, on sait que dans l'habitat, il y a d'un côté la rénovation, il y a les équipements et il y aura le comportement des habitants. Là, on a une multitude de facteurs. On va essayer d'y voir clair. On va réutiliser notre démarche négawatt en se disant la sobriété, on va réfléchir sur le pourquoi de nos déplacements et est-ce qu'on est capable de raisonner sur ce besoin et de proposer des actions de diminution. L'efficacité, c'est bien sûr, est-ce qu'on a une grosse voiture, est-ce qu'on peut prendre une petite voiture, est-ce qu'on a un moyen de transport qui consomme beaucoup d'énergie ou qui peut en consommer moins. Et les renouvelables, c'est d'une manière générale, ça va être quelles sont les autres énergies qu'on pourra mettre pour se déplacer. Voilà un peu la difficulté de faire des propositions pour les transports. Alors, on va faire un exercice en se disant, je suis sur un bassin d'emploi, j'ai des habitants qui se déplacent, chaque habitant se déplace tant de jours par semaine et fait autant de kilomètres. Au départ, on a 100 personnes qui font environ 33 km tous les jours, 5 jours par semaine. La voiture, 6 litres de pétrole, une personne par véhicule. Ce qui nous donne, pour ce panel de déplacement, environ 1000 litres. C'est simplement un constat. Les gens, les voitures, la fréquence, environ 1000 litres. Voilà ce qui peut se passer sur un bassin de vie. Maintenant, on va se dire, on va réduire un petit peu ces facteurs de déplacement. Un peu moins de personnes se déplacent. Elles font un trajet un peu plus court. Elles se déplacent un peu moins souvent et elles roulent un peu moins vite. Donc, on a 4 facteurs qui influent sur le déplacement que l'on va enchaîner. Et on se rend compte qu'avec ces 4 facteurs, on divise par 2 la quantité d'énergie dont on avait besoin par rapport à la situation de départ. Alors, on n'a pas fait la révolution, mais on a mis en œuvre des éléments de sobriété. Alors, effectivement,
On verra après ça dans les propositions comment diminuer le besoin, comment diminuer les déplacements et tout ça. Mais déjà, avec ces éléments, on se rend compte qu'il pourrait y avoir des économies d'énergie dans les transports. Premier élément de première simulation. On revient maintenant, il y a moins de personnes, trajet plus court et tout, et on fait du covoiturage. Alors, on n'est pas à 4 par voiture, on est à 1,5 par voiture. C'est-à-dire qu'il y a une voiture, une personne, une voiture, deux personnes. Une voiture, une personne, une voiture, deux personnes. Donc, ce n'est pas non plus la promiscuité, tout ça. Eh bien, on divise par 3 la quantité d'énergie. Donc, la démarche, c'est bien d'essayer d'isoler les facteurs de déplacement et de se dire, est-ce qu'on est capable de réduire? Donc là, on avait réduit les usages et on a fait du covoiturage. Maintenant, on garde un certain nombre d'usages et au lieu de rester en voiture, on va utiliser d'autres modes de déplacement. Alors, effectivement, on aura un véhicule plus performant qui fera 3 litres et il y aura des gens en covoiturage. On va prendre des gens en transport en commun. Grosso modo, j'ai considéré que les transports en commun, c'était environ l'équivalent de 2 litres d'essence. Et il y a un quart des personnes qui sont sur un mode actif. À ce moment-là, à la fois véhicule performant et covoiturage, un peu de transport en commun, un peu de mode actif, eh ben, on divise presque par 7 la totalité de l'énergie par rapport à la situation de départ. On a enchaîné plusieurs actions d'économie d'énergie. Alors bien sûr, on est là pour l'instant dans un monde idéal, mais l'idée était de montrer que sans bouleverser complètement la vie quotidienne, on a des marges de manœuvre. Après, on verra bien comment arriver à les mettre en place. Ce qu'on a vu sous forme d'un calcul, on peut le faire sous forme graphique. Des personnes font beaucoup de kilomètres. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui utilisent des voitures américaines, mais dans ce première situation, 120 litres. On a moins de personnes qui font moins de kilomètres et qui, les uns voitures économes, les autres en tramway, on est à 18 litres. Donc là aussi, on a un facteur de réduction qui est très très fort. Et là, on n'a pas encore utilisé le covoiturage et la voiture. C'est simplement la vision plus rigolote du calcul qu'on a fait précédemment. Donc la question dans nos... Voilà les chiffres, si vous voulez. Donc la question dans notre scénario de virage, ça a été de se dire quelles sont les actions qui vont caractériser chacun des facteurs qu'on a déroulés tout à l'heure, et sur ces actions, quelles peuvent être les propositions. Propositions relativement réalistes, ou bien en s'appuyant sur ce qui se passe dans d'autres régions. On entendait sur France Inter ce soir qu'il y a une commune rurale où les 3/4 des enfants vont à l'école à vélo. Il y a un maire qui s'est dit, tiens, il y a un enjeu, sur la commune, il s'est organisé, voilà des choses. Donc l'idée pour nous, ce sera de se dire quelles sont les actions existantes, efficaces, et les incorporer dans la besace du scénario de virage. Alors si on revient maintenant sur la notion de besoin, les personnes, les distances, les fréquences, on revient sur la notion de piste cyclable sécurisée, les parents auront moins besoin d'accompagner leurs enfants à l'école. Si on travaille moins de jours dans la semaine, on économise sur les déplacements correspondants. Si les déplacements professionnels sont remplacés par le Zoom, ou bien au lieu d'envoyer 2 personnes 2 fois un salon dans l'année, on envoie une personne dans l'année, puis une personne tous les 2 ans, on diminue le nombre de déplacements professionnels qui sont souvent sur des distances importantes. Bien sûr aussi, actuellement, on a tendance à avoir des villes qui concentrent activités, services publics, et il y en a de moins en moins en milieu rural. Si on remet ces activités, ces services publics et tout ce qui est au niveau éducation en milieu rural, on diminue les déplacements du milieu rural pour aller dans la grande ville. Et puis, activité personnelle, est-ce que je vais faire du tai chi ou telle activité loin en prenant ma voiture, ou est-ce que j'ai une activité dans mon quartier en allant à pied ou à vélo? Donc voilà un ensemble de manières de se dire, si on arrive à mettre ça en place, eh ben on réduit le besoin de déplacement. Et on réduit bien sûr énergie, gaz à effet de serre équivalent, quoi. Premier élément, le besoin. Bien sûr, mieux s'organiser aussi, c'est à titre personnel, est-ce que je prends ma voiture tous les jours pour les courses ou est-ce que je m'organise une fois par semaine ou un truc comme ça, quoi. Première chose, effectivement, le besoin de déplacement.
Les autres modes de déplacement, bien sûr, les transports en commun, mais on n'aura pas un arrêt de tramway dans tous les bleds en milieu rural, donc il va falloir s'adapter à la densité de population pour avoir un service qui soit en relation. Alors, ce qu'on appelle service de rabattement, ben, c'est les gens qui sont dans une commune en milieu rural, d'avoir un bus qui fait le tour de la commune, qui les amène à un endroit où il y a un départ de car ou un lieu de covoiturage ou un départ de tram-train. C'est notamment ce qui se fait, je crois, en Espagne. Tu nous diras peut-être, Jérôme, ils ont des bus qui tournent autour des grandes villes et qui font un rabattement vers des points où les gens ont un autre mode de transport avec effectivement continuité de service et puis des horaires adaptés. Circuit de taxi à la demande, notamment en milieu rural, plutôt qu'il y ait une personne dans sa voiture, ben effectivement, là, on peut avoir un petit taxi qui prend, notamment quand les gens sont moins contraints au niveau des horaires, ils peuvent attendre un petit peu, ils vont en ville et hop, ils reviennent après ça, quoi. Et puis, bien sûr, les modes actifs, vélo, VAE, trottinette, là, c'est aussi à voir comment on va se partager les trottoirs ou la rue pour ne pas gêner les autres utilisateurs, quoi. Après le véhicule lui-même, on continue à avoir des voitures, mais on va faire en sorte qu'elles consomment moins d'énergie. On n'a plus besoin d'avoir des voitures qui roulent à 180 km/h, qui font des centaines de chevaux. On aura des voitures plus petites, plus légères, consommation réduite. Ça avait été un des objectifs il y a quelques années, de se dire, est-ce qu'on peut mettre en place une voiture à 2 ou 3 litres? Volkswagen avait construit une voiture Lupo il y a une dizaine d'années qui était donnée pour 3 litres nominal, quoi. Quelques efforts, et puis voilà. Covoiturage, ben oui, par définition, quand on est à plusieurs, c'est un facteur évident. Réduction de vitesse et conduite autonome, malheureusement, ça n'est pas encore dans la gamme d'actions du gouvernement qui parle de sobriété. Ça coûterait un conseil des ministres, changer quelques panneaux, un peu de publicité, et puis on fait des économies pour nous, pour la balance des paiements, bref. Autopartage, les gens qui ont moins de voitures, qui ne sont pas propriétaires d'une voiture, savent mieux s'organiser au niveau des transports. Donc, développer l'autopartage va être une manière d'utiliser moins la voiture que si on avait chacun la nôtre. On parle un peu quand même d'autres énergies. L'hydrogène, peut-être pour des gros véhicules. L'électricité pour les voitures, ça se développe. Le biométhane, peut-être. Les agrocarburants, à voir de manière limitée. Donc, on a décortiqué un déplacement, on a parlé du besoin, on a parlé des motifs, on a parlé de l'efficacité et tout. Donc, dans notre scénario, l'idée a été de prendre des exemples. On a cité les pistes cyclables. On s'appuie sur un exemple qui s'est fait dans la région de Montpellier. Développement du piste cyclable, moins d'élèves nécessitent d'être déplacés avec leurs parents. Améliorer la technologie des véhicules, économie, efficacité. Le fait de se rapprocher d'une ville permet de réduire l'usage de la voiture et bien sûr développer le covoiturage au niveau d'aires de covoiturage, souplesse des horaires au niveau des entreprises. Il y a pas mal de choses qui se mettent là-dessus, quoi. Donc à partir d'expériences et de documents, eh ben, on compile, là on revient sur les transports, notamment en Fribourg, c'est en Suisse ou en Allemagne, je ne sais plus. Bref, une ville effectivement où il y a un taux de déplacement à vélo très important. Comment faire en sorte qu'il y ait une vie complète dans des villes intermédiaires et non plus seulement dans les métropoles? Comment déplacer logement et activités en dehors des grandes villes? On retombe sur la notion d'efficacité des voitures avec une courbe descendant vers les 2 litres. Et puis, les transports en commun selon la densité qu'il peut y avoir au niveau du nombre de personnes, quoi. Donc, l'idée va être de caractériser nos facteurs d'économie d'énergie. Donc, voilà un tableau dans notre scénario qui montre qu'on a raisonné à la fois hors agglomération, rural et grande route, et agglomération. Parce que selon ces 3 types de trajets, nos propositions doivent être adaptées, éventuellement densité et facilité d'avoir de l'intermodalité. Donc, on va se concentrer sur hors agglo. La notion d'accompagnement correspond à des motifs de déplacement pour environ 17%. Donc, si 17% des gens qui se déplacent, enfin qui accompagnent un enfant à l'école ou une personne à un truc, si ces gens-là
se réduisent de 5%, à ce moment-là, je passe de 17 à 12. Si les gens qui se déplacent à 33% pour le travail se réduisent de 5 ou 6%, je gagne 7%. Donc l'idée dans notre scénario a été de se dire sur toutes nos actions, comment qualifier nos paramètres d'action. Et là, effectivement, on s'appuie sur des études, sur des exemples, et aussi, je dirais, sur une démarche politique en se disant, si l'objectif final est bien de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, eh bien, on pense que le fait de regrouper nos activités peut amener 10% d'économie sur ce type de trajet. Le fait de rapprocher les lieux de vie et les lieux de travail ou d'activité, si on les rapproche, ça peut nous faire gagner 15% d'économie sur ce type de trajet. Et on enchaîne, là, on est en train de réduire le besoin. L'optimisation de la voiture, si effectivement on passe de 6 litres, on gagne au moins les 40%, on n'est même pas descendu à 2 ou 3 litres. Réduire la vitesse, améliorer la conduite, voilà à nouveau des pourcentages d'économie d'énergie. Si je passe en mode actif, vélo, trottinette ou vélo électrique, on considère qu'on a 100% parce que l'énergie résiduelle du moteur électrique du vélo, c'est très très faible. Si on est en mode partagé, ce qui peut être le covoiturage ou le taxi à la demande, on considère qu'on gagne 2/3. Et si on est en collectif, train, bus, tramway ou choses comme ça, on est aussi sur environ 66% d'économie d'énergie. Alors, il y a des chiffres qui sont effectivement peut-être un peu poussés. La question, c'est de se dire, si je prends une grande ville où le taux de déplacement à vélo est de 2, 3, 4%, si je compare avec le Pays-Bas, le Danemark, où ils sont à 30 ou 40%, si on choisit une valeur à 25%, c'est une valeur politique, au sens où on se projette dans une société où il y aura eu des moyens financiers et techniques pour arriver à ça. Donc voilà un petit peu la base de notre tableau Excel, où on a répertorié des actions, on s'est appuyé sur des exemples d'actions, on a modélisé des chiffres et des valeurs, et après, on met tout ça dans un grand tableau. Dans ce tableau, on reclasse les actions principales. On a parlé du besoin, on a parlé de l'efficacité de la voiture, on a proposé d'autres modes pour se déplacer. Là, on ne parle même plus des différentes énergies, et quand on fait le calcul global, on dépasse les 70% d'économie d'énergie en enchaînant toutes ces actions. Donc la discussion, ce sera bien sûr de se dire, est-ce qu'on peut, quels sont les facteurs qui font, quels sont les blocages au niveau de ces propositions d'économie d'énergie. On a raisonné pour les personnes. De la même manière, on peut raisonner sur les marchandises en se disant, qu'est-ce qu'on met dans les marchandises des camions? Est-ce qu'on a besoin de mettre tout le temps autant de choses? Il peut y avoir une part de sobriété. Au lieu d'acheter 10 trucs, on peut en acheter 3 ou 5 par année. Au lieu d'avoir un frigo qui dure 7 ans, si j'ai un frigo qui dure 14 ans, j'en fabrique 2 fois moins, j'en déplace 2 fois moins. Et si effectivement des choses sont fabriquées loin, mais si elles sont fabriquées plus proches, on économise sur la distance de déplacement. Donc réduction de ce qu'il y a du tonnage et des distances pour les marchandises. Amélioration de l'efficacité des camions. Effectivement, ce n'est pas la peine d'avoir 2 camions remplis à 60%. On peut avoir un camion rempli à 100% et les 20% vont être dans un autre camion. Donc là, c'est de la logistique. Les moyens informatiques permettent beaucoup de choses. En ville, le dernier kilomètre, est-ce qu'on a besoin d'avoir toutes ces camionnettes qui sont chargées uniquement avec quelques gros cartons? On a maintenant des expériences, éventuellement avec des tramways, avec des bus, avec d'autres modes de transport pour qu'il y ait un petit véhicule adapté à des petites quantités de paquets. Et puis économie sur l'aérodynamisme et puis sur l'efficacité des camions. Et puis bien sûr, le fret ferroviaire, on prend la marchandise, on la met sur un train, il faut bien sûr remettre en route le train, redévelopper des lignes, mais il y a 20 ans ou 30 ans, on avait quand même beaucoup plus de marchandises qui étaient sur les voies ferrées. Là aussi, on intègre ces actions, on a des paramètres, on a des valeurs, et on est presque 3/4 d'économie d'énergie sur les marchandises. On a parlé de nos déplacements des personnes, on a parlé des marchandises. Un petit mot sur l'aérien. Heureusement, on en parle quand même plus qu'il y a 5 ou 10 ans.
on va raisonner sur le voyage aller-retour pour aller à Détroit aux USA pour une personne. Je dis bien, c'est pour une personne en classe économique, un vol aller-retour. On s'appuie à nouveau sur le calculateur de la Direction générale de l'aviation civile, donc un organisme officiel. Pour cette personne, on va brûler plus de 400 litres de kérosène. Donc, ce n'est pas le poids de la personne qui est important, c'est le poids du kérosène qu'on met pour déplacer la personne, qui est presque plus important que la personne. Le kérosène en direct, on a 1,3 tonne avec le facteur d'émission, mais il faut savoir que dans l'aviation, c'est le CO2 et ce sont les autres effets importants en gaz à effet de serre qu'il faut prendre en compte. Donc, on prend en général un coefficient de 2,5. Mon 1,3 tonne de CO2 devient 3,2 tonnes de gaz à effet de serre. On revient sur la comparaison avec notre quota de 1,6 tonne. Si je fais un aller-retour à Détroit, j'ai 2 ans à faire la sieste, à ne plus rien faire, quoi. Donc l'aérien, c'est pas bien, au sens en résumé. On a parlé énergie, on a parlé climat, on a vu un peu le travail de virage, on a décortiqué nos déplacements. Maintenant, la question, c'est effectivement comment changer, où sont les responsabilités, les principaux leviers. On a parlé de l'aménagement du territoire, comment est-ce que les collectivités, grandes ou petites, peuvent nous aider à nous déplacer autrement et nous déplacer moins. La notion de est-ce que c'est dans une entreprise, est-ce que c'est un petit collectif, est-ce que c'est un club de foot où les parents se mettent ensemble, il y aura pas mal de choses à voir au niveau s'organiser ensemble. Et puis, les choix individuels, est-ce que je suis en bonne santé, je peux prendre le vélo, ou est-ce que je me contente de prendre ma voiture parce que j'ai une place de stationnement à côté de mon travail? Donc voilà un petit peu comment se dire, nos propositions nous semblent intéressantes, comment les traduire à court terme et long terme au niveau d'un bassin de vie, au niveau d'un mode de vie pour les différentes personnes. Voilà, on a fini. On a parlé un tout petit peu des énergies électriques, mais la voiture électrique, pour nous, n'est pas la solution principale. La question, c'est effectivement de raisonner sur tous les autres paramètres et à la fin, on prendra en compte d'autres énergies. Voilà, écoutez, on a fini. On a brassé beaucoup de choses au niveau des transports et déplacements. On a vu nos propositions de virage. Donc, on va maintenant discuter avec les personnes présentes ici à Nantes et avec celles qui sont en direct, en Zoom,